Alors, bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ce webinaire Donner des ailes à la santé, un atelier digital qu'on vous propose d'une durée d'1 heure, où on va parler des stéréotypes de genre, des discriminations et des violences sexistes et sexuelles qui en résultent. Et on a la chance pour ce webinaire d'accueillir un conférencier qui est Maxime, qui va se présenter juste après. Merci Maxime de ta présence et de ton expertise, Bonjour. puisque Maxime, tu es président de Remix, mais également membre du Haut Conseil à l'égalité. Et tu vas effectivement nous faire un petit peu réfléchir sur cette question des stéréotypes. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Donner des ailes à la santé. C'est à toi. Merci de votre invitation. C'est à moi. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Bon, je suis ravi, d'être avec vous. Merci Marie-France, merci Géraldine, merci à tout le collectif Donner des ailes, déjà pour ce que vous faites depuis quelques années maintenant dans le secteur de la santé qui évolue, à grands pas, avec, beaucoup de choses parce que dans les secteurs qu'on accompagne chez Remixed, on y reviendra, il y a des gens qui parlent beaucoup et puis il y a des gens qui font. Et je pense que ce qui est en train de se passer dans le secteur de la santé, même s'il y a encore pas mal de boulot, c'est qu'il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'actes positifs qui sont faits, beaucoup d'initiatives. Le but, justement, je pense, de ce moment d'échange, c'est de répondre à toutes vos questions, de parler de ces sujets qui traversent la société depuis longtemps et depuis quelques années de manière encore plus palpable. Ça peut aussi créer des tensions, on le voit hein, chez Remix, donc l'organisme de formation que je dirige. On accompagne beaucoup, beaucoup d'hôpitaux. C'est notre deuxième verticale après la culture, qui est un secteur aussi qui a pas mal de sujets, puisque Remixed accompagne l'ensemble du cinéma français. Il y a aussi beaucoup de travail. Et on voit effectivement que beaucoup de questions se posent, parfois des sujets qui créent des frictions, alors qu'au final, on est, je pense, tout et tout d'accord pour dire qu'on veut faire l'égalité. Donc pas mal voilà de sujets qu'on va aborder aujourd'hui, une discussion à bâton rompu. Vous avez le chat, on peut même, je pense, déclencher vos micros. Alors je ne sais pas si on vous voit, on voit que vous êtes 45, mais on voit pas vos visages, c'est ça? Voilà, c'est ça, on ne Heu, voit pas les visages. On peut décocher les micros et les vidéos sur demande, mais n'hésitez pas, pour que ce soit plus fluide, à faire remonter vos questions par le chat. Et en fonction des questions, on pourra vous donner la parole, bien sûr, au fur et à mesure de ce webinaire. Et de la même manière, vous verrez, il y a un peu d'interactivité qui a été mis en place avec un système WooClap. On vous communiquera aussi les codes sur le chat. Tout à fait, bonne transition, merci Géraldine. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier Yasmine qui travaille à mes côtés, qui est élève avocate chez Remix et qui m'a aidé à faire cette présentation. Merci Yasmine. Normalement, vous voyez bien mon écran, c'est ça? Formidable. Donc, en quelques mots, je vais quand même me présenter, même si Géraldine en a dit un petit mot. Donc, je suis avocat de formation. Ça a quand même son importance parce que vous allez voir que l'égalité femmes-hommes, effectivement, est un grand débat de société et on aime bien faire beaucoup de pour ou contre tel enseignement à l'école, pour ou contre les quotas, pour ou contre, etc. On pourrait allonger la liste. Mais il y a des sujets sur lesquels on n'a pas à être pour ou contre. Il y a des sujets sur lesquels on doit toutes et tous être d'accord. Et ça, c'est la loi qui nous rassemble, la loi qui dit le droit positif, en fait, qui nous donne des règles claires. Et parfois, on les a pas en tête. Donc, l'objectif aussi de ce webinaire, et l'objectif, j'ai envie de dire, des formations de manière générale, même si là, aujourd'hui, c'est toute une discussion, mais on va voir quand même quelques notions juridiques, c'est bien de se rappeler collectivement qu'il y a des événements, des comportements qui sont interdits. Et c'est pas il ou elle est lourd ou, enfin souvent il, ou il ou elle a un peu dépassé les bornes. Non, c'est il ou elle n'est pas dans le cadre de la loi. Et c'est important parce que pourquoi on tolérerait dans le cadre de l'égalité femmes-hommes des choses qu'on ne tolère pas dans la vie de tous les jours? Personne ne rentre dans une boulangerie en prenant une baguette de pain, en sortant, en disant oh il abuse un peu. Non, ça s'appelle du vol. Bah voilà. Donc la loi est là aussi pour nous rappeler le cadre et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, par ailleurs, j'ai été conseiller au ministère des droits des femmes il y a quelques années maintenant, et comme l'a rappelé Géraldine, je siège au Haut Conseil à l'égalité. On y reviendra d'ailleurs, si vous le voulez, sur ce Haut Conseil qui nous donne des indications toute l'année via des enquêtes. Moi, je suis dans la commission stéréotypes et qui nous permet d'avoir une sorte de panorama, alors pas que dans la santé, mais plutôt chez tous les Françaises et les Français, sur ce qui se passe dans ce pays sur le sujet de l'égalité femmes-hommes. Et vous verrez qu'il y a des chiffres qui sont surprenants, notamment on parlera, je crois, des différences entre générations, et qui vont peut-être vous surprendre, qui sont pas exactement ce qu'on aurait pu imaginer. Et puis, j'ai également eu des responsabilités associatives, puisque je suis cofondateur de la Fondation des femmes, qui est une association qui redistribue de l'aide, de l'argent aux associations, notamment pour les femmes victimes de violences.
Voilà ce que je vous propose sans tarder pour que ce soit interactif et qu'on apprenne un peu à se connaître. Vous êtes déjà plus de 50, donc c'est très chouette. C'est de vous connecter avec votre smartphone via ce QR code. Si vous arrivez au cours de route, vous pourrez rejoindre via wooclap.com avec le code événement qui est écrit. Mais là, normalement, en utilisant juste votre appareil photo, vous pouvez vous connecter à WooClap très facilement. On va y aller dans quelques secondes et on va pouvoir commencer cette discussion. Est-ce que c'est bon pour vous? N'hésitez pas à nous dire dans le chat un petit OK. Comme ça, si je vois pas mal de OK, on va pouvoir enchaîner. Vous avez besoin encore de quelques secondes. Ouais, je vois des pouces. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller dans le chat si vous nous rejoignez en cours de route. Alors, je Il y a précise l'air pour les d'avoir plein personnes de... qui vont nous Ouais. écouter en replay que... Pardon, Marie-France? Je disais qu'il y avait plein de pouces en tout cas. Bon, bah, c'est bon, on y va alors. Alors, première question. Bon, il y en a déjà une qui s'est affichée parce que y a quelqu'un qui a participé en avant-première. Quelle est votre profession? On se demande bien qui a répondu en premier tout à l'heure. J'adore ce nuage, c'est ma nouvelle passion, je ne m'en lasse pas. Depuis que l'équipe Remix m'a présenté WooClap, là, mais c'est formidable cet outil. Un bon boomer, je ne savais pas ce que c'était. C'est à la mode ce mot boomer, hein. On l'utilise. Je sais pas si je peux me réclamer des boomers, moi. Je dois être un peu quand même encore un tout petit peu jeune, je pense. Alors, nous avons principalement des médecins, cardiologues, infirmières, directrices, directeurs d'hôpital, responsables, ingénieurs, gynécologues. Donc, je dirais quand même une majorité de soignants. Qu'est-ce que vous en pensez, Géraldine, Marie-France, vous qui êtes les experts du public donné des ailes? Mais on a aussi des non-soignants quand même. Oui, effectivement, des soignants, des personnes impliquées dans la gestion des établissements également. Et c'est un petit peu tout le cœur de donner des ailes à la santé, c'est de réunir des gens qui effectivement font partie à la fois des directions d'établissement et des gens qui sont sur le terrain en tant que soignants, que ce soit des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, avec cette idée justement que donner des ailes à la santé s'ouvre aussi aux paramédicaux, puisque pour le moment, les premiers chiffres, en tout cas de nos baromètres, étaient plutôt axés sur les médecins. Mais bien sûr, ces problèmes dont on va parler maintenant concernent tous les soignants. Ouais, donc, je pense que tout le monde a pu répondre. Ça nous donne déjà un petit aperçu. Où habitez-vous? Autre question. Ça pourrait être sympa de voir, vu que ce webinaire a été déployé partout, de voir la diversité des personnes qui nous écoutent. Waouh, on a vraiment toute la France. C'est là où là, DDL, vous pouvez être fier quand même, parce que on voit le. Est-ce qu'il y a une région qui manque là? C'est le moment de voir qui est HPI. La personne qui est capable de nous dire dans 10 secondes quelle région il manque. Moi, je trouve que le Grand Est est bien représenté, alors ça me fait plaisir. En Paris dehors quand de même, hein? Paris, qui est beaucoup écrit. Paris en un. Si vous nous rejoignez, hein, vous pouvez flasher. Pardon, vous pouvez vous rendre sur WooClap et mettre le code que vous voyez dans le chat. Là, on est quasiment 60. Ok. Donc l'Est bien représenté, Paris, Lyon, Nancy, Marseille quand même, Charleville-Mézières. Ouais, c'est chouette. Il y a La du monde. Bretagne. Alors ça, vous voulez la faire après. Hop, je passe directement à celle-ci. Une question qui me permet d'entrer directement dans le vif du sujet. Je l'aime bien celle-ci. Est-ce que la drague lourde existe d'après vous? Ouais, ça répond, ça répond. Pendant que ça répond, on peut donner le micro ou pas à quelqu'un? Parce que j'aimerais bien qu'une des trois personnes qui a répondu, si elle a envie, hein, qui a répondu non, prenne la parole si c'est possible pour nous dire pourquoi, selon elle, la drague lourde n'existe pas.
Alors, on ne peut pas identifier qui a répondu non, mais si quelqu'un qui a répondu non Oui, ce que veut j'allais bien dire. lever la main pour qu'on lui donne la parole, On peut, ouais. qu'il puisse argumenter avec plaisir. Si cette personne a envie. Oui, j'ai une main de levée, il faut Évidemment. juste que je la trouve maintenant. Après, je me demandais, Maxime, est-ce qu'ils ont bien compris la question? Est-ce que la drague lourde existe ou c'est déjà un problème en fait? C'est peut-être ça la raison de la réponse non. On verra ce que les gens répondent. Ah oui, mais justement, c'est en ça que cette question est intéressante. C'est Eh oui. déjà, est-ce que la drague lourde existe? Bon, j'aurais peut-être pu préciser, est-ce que la drague lourde existe en général? Est-ce que c'est un Mm. phénomène que vous pouvez identifier comme, voilà, le soleil brille, etc. Est-ce que la drague lourde existe? Et je ne suis pas étonné, puisqu'à chaque fois que je pose cette question, que ce soit des personnes qui construisent des voitures, des médecins ou des femmes et des hommes politiques, j'ai toujours entre 85 et 95% de oui. C'est intéressant parce que finalement, et je pense qu'on va le voir petit à petit, à partir du moment où on adosse le mot lourd à drague, c'est peut-être que déjà finalement cette drague n'existe pas. En tout cas, cette forme de drague n'existe pas et qu'on bascule dans autre chose. Donc, je sais que la question est un peu délicate et un peu complexe, mais c'est aussi pour ça que je la pose à dessein. Et bravo aux trois qui ont répondu non, puisque selon moi, la drague lourde n'existe pas. C'est pour ça que j'aurais bien aimé entendre, mais peut-être que c'est un peu compliqué d'identifier. Enfin, Alors, j'ai eu des mains de... levées, mais malheureusement, je n'arrive pas à donner la parole. Ah, on peut Donc, pas mettre les voilà, c'est micros? ma Ah ouais, forme. d'accord. Mais c'est Je pas grave, c'est je pas n'ai pas grave. la main sur le le fait de pouvoir donner la parole. Mais on le verra dans un Malgré instant, tout. justement, quand on va reprendre la pyramide des infractions et on comprendra pourquoi finalement cette question de la drague lourde, elle est assez subtile, mais pourquoi, au final, on pourrait se mettre collectivement d'accord sur le fait que, à partir du moment où on adosse ce terme de lourd à la drague et qu'on parle de consentement, elle n'a pas vocation à exister, cette drague lourde. C'est déjà aller trop loin. Il y a de la drague et sinon il y a autre chose. Et on verra ce que c'est que cette autre chose. Ok, prochaine question. Qu'est-ce qu'un stéréotype? Alors là, c'est ouvert. Et on va prendre un petit moment, parce que je crois que c'était le souhait de donner des ailes, pour rester sur ce stéréotype et après parler évidemment des stéréotypes à l'hôpital. Mais là, première question, d'abord, sans parler de l'hôpital, c'est quoi un stéréotype selon vous? C'est anonyme, hein, donc vous pouvez vous lâcher, il n'y a pas de problème. On ne saura pas qui a répondu quoi. Alors effectivement, un stéréotype, c'est exactement ce que vous décrivez en fait. C'est une, euh, une croyance, en fait, une représentation un peu figée qu'on va avoir dans notre esprit et qui va concerner un groupe de personnes. En général, c'est plutôt un stéréotype négatif, du style les femmes sont douces ou sont plus fragiles. Donc voilà, typiquement un stéréotype négatif. Mais on va aussi avoir depuis l'enfance des stéréotypes qu'on va dire qu'on va qualifier de positifs. Par exemple, telle catégorie est meilleure en maths ou telle catégorie est meilleure je sais pas moi, en gynécologie ou en chirurgie, etc. Donc, c'est-à-dire plutôt des compliments, mais ça reste des idées préconçues. Ça reste des idées figées, des croyances qu'on relie souvent aux biais d'ailleurs, ces biais inconscients qui nous gouvernent et qui sont parfois utiles. C'est intéressant d'avoir des biais, d'avoir des automatismes. Si par exemple je suis en train de traverser la rue et que j'ai un klaxon qui m'interrompt, je vais être surpris et mon cerveau, hop, biais, va me dire il faut que je m'arrête. Donc les biais peuvent être utiles. Là où ils deviennent extrêmement préjudiciables, et notamment lorsqu'on parle d'égalité femmes-hommes, c'est quand, et notamment, on va le voir dans un instant, à l'hôpital, ils réduisent une catégorie de personnes parce que ça peut avoir des conséquences sur la carrière des personnes concernées, ça peut avoir des conséquences même sur les soins, sur les patients. Donc, on voit que même sur les soins, ça peut avoir des conséquences. Donc, les stéréotypes peuvent être extrêmement coriaces et préjudiciables. Alors, un stéréotype à l'hôpital, justement. Allez-y, on va voir si vous partagez le même constat. Et est-ce que vous rencontrez des stéréotypes à l'hôpital, des stéréotypes de genre, hein, on va se contenter de ça, parce que c'est un peu la spécialité de l'association qui nous réunit aujourd'hui. Et on va essayer de voir si vous en avez, et si oui, lesquels. Et si besoin, Maxime, je peux maintenant donner la parole à certaines personnes si tu as besoin qu'on ouvre des micros. Merci Géraldine. Et ben, n'hésitez pas dans le chat à nous dire aussi j'ai envie de prendre la parole, parce que ce sera super agréable de vous écouter. Nous avons dépassé la barrière des 60. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Femme, oui. Le chef est un homme. Cardiologue égale Dieu. J'avais jamais entendu celle-là. Euh, Femme égale empathie. Médecin égale homme. Le professeur est un homme. On est beaucoup autour des stéréotypes liés aux Oui. professions. C'est ce qui ressort beaucoup. On a également femme hystérique. On va pouvoir après les ranger, ces stéréotypes. Ça va être intéressant. Le chef est un homme, ça revient encore. Mm. Chirurgien homme, médecin homme. Ouais, ouais, ouais. Qui sont des femmes. Médecin homme. C'est intéressant parce qu'on a des choses qui n'ont rien à voir. Par exemple, il y a des stéréotypes qui peuvent être liés à des vérités. Par exemple, le fait qu'en France, la majorité des psychologues sont des femmes, c'est à la fois un stéréotype et en même temps une vérité, j'ai envie de dire, presque scientifique. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire, attention, que les femmes sont plus faites que les hommes pour être psychologues. Là, on est dans un stéréotype, on est dans une croyance. Mais psy égale femme, alors oui, c'est un raccourci parce qu'évidemment, on a plein de psy-hommes et on les salue s'il y en a avec nous aujourd'hui, mais il faut bien différencier les deux. Donc on voit bien finalement que dans ces stéréotypes, on a plusieurs catégories. On a des stéréotypes qui sont liés à la profession, on l'a vu, les hommes sont des chirurgiens, les femmes sont plutôt gynéco, etc. Donc on l'a vu à l'instant, ça peut être juste une sorte de retranscription d'une réalité. On pourrait dire aussi la même chose sur les infirmières. D'ailleurs, on continue à dire infirmières. Donc c'est à la fois un stéréotype, à la fois une vérité, on va dire, presque scientifique. Mais on voit aussi dans vos réponses une autre famille de stéréotypes qui sont des stéréotypes qui sont liés aux liens professionnels, d'accord? Ou aux qualités supposées des uns et des autres. Et là, on va vraiment entrer dans le dur, j'ai envie de dire, et sur des stéréotypes qui, eux, sont des croyances. Donc, on va expliquer, par exemple, que une femme ne peut pas être autoritaire, sinon elle est hystérique. On le voit dans vos exemples. Qu'un homme, lui, a de l'autorité, alors que ce sont exactement les mêmes qualités pour les deux, mais ça va être vu comme de l'hystérie pour l'une et de l'autorité pour un autre. Euh, Ça, par exemple, ce sont des stéréotypes dans les interactions ou des stéréotypes qui sont parfois liés aux compétences. Ça peut être lié, ces stéréotypes dans les qualités professionnelles peuvent être, comme je disais à l'instant, liés aux emplois du care. On va avoir ce stéréotype qu'on a depuis l'enfance. Je crois que Géraldine, Marie-France, vous voulez qu'on parle aussi des stéréotypes depuis l'enfance, bah, allons-y. Les femmes sont plus douces, plus disciplinées, elles sont plus dans l'attention aux autres. Des années après, dans les carrières, eh bien, on va expliquer que les métiers du soin, aide-soignante, infirmière, etc., vont être davantage féminins. Donc, des femmes vont peut-être se dire, bah, mais pourquoi pas si c'est ce qu'elles ont envie de faire et c'est génial, j'ai envie d'être aide-soignant, j'ai envie d'être infirmière, mais peut-être que certaines de ces femmes auraient pu se dire, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'être biologiste, j'ai envie d'être chirurgien, j'ai envie d'être directeur d'hôpital, directrice en l'occurrence. Donc finalement, on voit que les stéréotypes dès l'enfance ont un impact dans la santé. Euh, les Peut-être stéréotypes, et là je le vois moins dans le nuage de mots. une Oui, question qui me vient, Maxime, est-ce que le fait absolument. de ne pas féminiser les noms, les titres de métier, ça participe également à cette notion de stéréotype? On dit un chirurgien, et donc tout le monde Bah, s'imagine que derrière le chirurgien, il y a un homme. évidemment, alors derrière ta question, il y a évidemment toute la problématique du langage, c'est-à-dire est-ce que le langage a un impact énorme dans nos comportements? À titre personnel, je ne dirais pas que ça n'a pas d'impact, mais que ça n'est pas la source principale des inégalités aujourd'hui. C'est comme les gens qui pensent que cette règle, vous savez, le masculin l'emporte sur le féminin, cette règle grammaticale, qui n'a pas toujours existé, hein, pour information, vous pourrez regarder, c'est pas si vieux que ça, hein. Euh, le masculin l'emporte sur le féminin, ces règles-là qui s'installent dans notre tête depuis l'enfance vont évidemment nourrir des stéréotypes. Et évidemment, j'aimerais bien aussi qu'on dise plus chirurgienne, etc. Mais il faut aussi, et je le dis souvent, choisir ses combats. Je préfère par exemple qu'on mette le paquet sur l'orientation dès l'enfance, voire même à la fac, et qu'on fasse vraiment ce travail en priorité plus que, alors les deux, vous me direz, sont pas incompatibles, plus qu'on mène des pétitions et des combats pour féminiser certains titres. En fait, je trouve, parce que ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis sur ces sujets, qu'on passe peut-être trop de temps sur ces questions de langage, qui sont, attention, je ne suis pas en train de les sous-estimer, mais il ne faut pas que ce soit au détriment des sujets, par exemple, d'orientation, encore une fois, dès l'enfance, lycée, etc., ou même pendant les études de médecine. Donc tu penses que On va l'école va avoir un également, rôle très important. Finalement, quand on arrive à la absolument, fac, c'est presque un peu trop tard, hein, parce qu'on est déjà conditionné depuis la petite enfance et l'école.
Absolument. Et c'est pour ça qu'en fac de médecine, je pense que c'est effectivement déjà trop tard. Euh, les qualités qu'on va prêter aux femmes, elles sont plus dans la douceur, plus dans l'empathie. Ça va également avoir des conséquences sur la relation médecin-malade. Et c'est super important. Moi, j'ai cette mini expérience d'avoir eu un papa médecin, une maman psy. Donc, j'ai un peu les deux versants et je les ai beaucoup entendus, j'ai beaucoup écouté, échangé entre eux sur ce rapport-là aux malades. Et c'est vrai que ces stéréotypes vont enfermer les femmes, mais aussi les hommes, dans des rôles. C'est-à-dire que les médecins hommes vont être réputés comme étant moins bons en annonce, par exemple, d'une maladie grave, parce que comme ils sont des hommes, ils seraient moins empathiques. Ce qui peut, du coup, ce stéréotype, empêcher certaines femmes peut-être de s'interroger sur la manière dont elles annonceraient une maladie grave à un patient, parce que naturellement, on leur a expliqué qu'elles, elles étaient plus empathiques et peut-être que, à cause de ce stéréotype, elles vont moins se poser des questions sur leur propre biais. Donc, vous voyez finalement que ces stéréotypes vont avoir vraiment une relation, pardon, un impact dans la relation médecin-soignant. Et c'est pareil sur des questions d'autorité, le fait de les prêter en continu aux hommes, ça peut avoir aussi un impact parce qu'on va pouvoir peut-être envoyer plus facilement un homme pour annoncer telle ou telle décision d'équipe, par exemple dans un staff, donc là c'est plus dans la relation médecin-malade, au lieu de compter sur tout simplement les talents et donc d'attribuer cette mission à une femme. Et puis, dernière famille de stéréotypes à l'hôpital dont on parle pas assez et qui, je sais, ont des conséquences énormes pour vous, mesdames, c'est tous les stéréotypes qui sont liés, par exemple, enfin, pas par exemple, qui sont liés à la vie de famille, à la double journée que vous devez avoir quand vous rentrez à la maison, les stéréotypes qui sont liés à la parentalité, le fait que, par exemple, un chef de service, puisque ce sont encore majoritairement des hommes, va peut-être, et on le sait, hein, c'est pas peut-être, ça a été maintes et maintes fois prouvé, choisir tel poste plutôt qu'un autre, enfin pardon, attribuer tel poste plutôt qu'un autre parce qu'il se dit que une femme va poser un congé maternité et va être plus absente. Alors ça, c'est terrible parce que c'est à la fois un stéréotype et à la fois la traduction de politiques publiques qui aujourd'hui font que le congé maternité est beaucoup plus long que le congé paternité, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, puisque en Espagne, tout près d'ici, on a décidé que congé maternité et congé paternité devaient être alignés. Donc ce sont des décisions politiques, des décisions publiques, mais ce sont aussi des stéréotypes sur lesquels on doit travailler, de la même manière qu'un stéréotype en tant que soignant non soignant qui consiste à se dire ah tel homme il est parti plus tôt, et donc il a pris sa journée alors qu'en fait il a juste envie de s'occuper de ses enfants, ou c'est lui tiens pour une fois qui allait chercher son enfant malade à la crèche et c'est pas madame. Et ben c'est un stéréotype qu'on va avoir contre les hommes parce que lui aussi il peut parfois s'absenter pour s'occuper de sa famille. Donc vous voyez que ces stéréotypes sont extrêmement coriaces et vont avoir des conséquences sur les inégalités de carrière, sur la valorisation de certaines personnes. Enfin, ces biais-là vont aussi avoir des conséquences sur le mal-être, puisque à cause de ces stéréotypes, on va prêter encore une fois telle ou telle qualité d'hystérique, d'autoritaire à des femmes, ou à l'inverse, on va dire d'un homme qui n'est pas assez viril parce qu'il fait preuve d'empathie, et donc ça va avoir un impact sur le mal-être de ces personnes. Si c'est pas clair jusque-là, évidemment, vous m'arrêtez. Est-ce que on enchaîne peut-être, maintenant qu'on a vu un peu ces familles de stéréotypes sur, parce que je pense que vous y teniez, Géraldine Marie-France, et je l'ai dit en introduction et tout donner des ailes, parler de la loi justement et de ces différents agissements, violences. Alors, c'est le cœur de notre métier, hein, on y reviendra. Nous, on est là chez Remix pour transmettre le b.a.-ba de ces infractions pour qu'on comprenne vraiment, et je le redis pour celles et ceux qui nous ont rejoints, que, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas transiger. D'abord parce que les chiffres sont là et sont têtus, vous les voyez à l'écran. Et Donner des ailes pourra vous partager également, et n'hésitez pas, Géraldine, Marie-France, à les partager aussi des chiffres qui sont propres à la médecine, enfin propres à l'hôpital. Et ces chiffres nous indiquent que, encore une fois, nous sommes face à un phénomène systémique, les violences sexistes et sexuelles. Très souvent en formation, parce qu'on fait aussi parfois du présentiel, on me dit, mais les hommes aussi sont victimes de violences. C'est vrai, mais l'immense majorité des victimes sont des femmes, à peu près 85% des violences sexistes et sexuelles. Et dans les 15% d'hommes, la majorité des hommes sont victimes de violences d'autres hommes. Ce qui m'amène à un dernier chiffre qui est quand même implacable, c'est que plus de 95% et même 99%, 98% selon les années, des condamnations au pénal pour les violences sont le fait d'hommes. Donc on est dans quelque chose de systémique. Donc nous, les hommes, j'ai envie de dire, il faut être conscient de ce système, il faut être conscient de ces chiffres.
Ça ne veut pas dire, contrairement à ce que certaines caricatures veulent nous faire croire et qui clivent, que quand on monte dans une salle, il y a forcément un agresseur. Moi, je pense que ça sert à rien de dire ça. Il ne faut pas essentialiser les hommes. Évidemment que la majorité des hommes ne sont pas des agresseurs, mais une fois qu'on a dit ça, il faut être conscient que même si la majorité des hommes ne sont pas des agresseurs, la majorité des agresseurs, eux, quand on prend la masse des agresseurs, sont, oui, des hommes et non pas des femmes. Donc ça pousse à nous interroger en tant qu'hommes, et j'espère qu'il y a des hommes qui nous écoutent ce midi, et je crois qu'il y en a plusieurs inscrits, que nous avons un rôle à jouer parce que, et les femmes aussi évidemment, parce que les hommes sont responsables de la plupart sont responsables de la plupart des actes de violence, ce qui ne veut pas dire encore une fois que les femmes, elles aussi, ne véhiculent pas des stéréotypes. Elles sont moins autrices de violence, mais les femmes, elles aussi, véhiculent des stéréotypes. Et d'ailleurs, et ça on le voit beaucoup, euh, plus les femmes sont âgées, plus elles vont aussi avoir ce phénomène qu'on appelle de sexisme intériorisé parce qu'elles ont du vécu. Et en plus, elles ont eu des années pré-MeToo où c'était vraiment, alors là, pour le coup, la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait l'autre. Et elles ont tellement vécu du sexisme qu'elles considèrent finalement que, pas toutes évidemment, mais certaines femmes vont considérer que c'est pas si grave. Et peut-être elles vont se mettre en rupture, en décalage par rapport à des femmes soignantes, non soignantes de la nouvelle génération, qui elles vont être plus intolérantes. Et ben c'est à nous, collectivement, on va dire les boomers, les plus de 40 ans, plus de 50 ans, de se dire, bah, OK, il y a ce décalage peut-être de génération, il faut que je fasse cet effort de m'adapter aux nouvelles exigences de la société, et notamment des jeunes femmes, puisqu'au Conseil de l'égalité, on a vu que les jeunes femmes étaient beaucoup plus exigeantes sur ces sujets que les jeunes hommes. Donc, on va pas faire un cours de droit magistral parce qu'on est déjà à la moitié, mais j'aimerais quand même que vous ayez en tête que les violences sexistes et sexuelles, c'est une pyramide avec tout en bas l'outrage sexiste qui a son équivalent à l'hôpital comme ailleurs, hein, sur le lieu de travail, qui est l'agissement sexiste. La seule différence, c'est que l'agissement, c'est au travail et l'outrage, ça peut être dans la rue. Puis vient le voyeurisme, l'exhibitionnisme, bon, ça va de soi, on va pas y revenir dessus. Le harcèlement sexuel, qui est l'infraction évidemment la plus connue, mais qui est bien définie, donc c'est une certaine forme de violence, l'agression sexuelle et le viol. Donc, si on commence par l'outrage sexiste et son corollaire, l'agissement sexuel, c'est vraiment le fait d'imposer à une personne un propos ou un comportement à connotation sexiste et sexuelle qui porte atteinte à sa dignité et qui l'expose à une situation intimidante, hostile et offensante. Donc, dans la rue, ça va être par exemple siffler une femme dans la rue, lui faire une proposition indécente. Et au travail, dites-nous dans le chat si vous avez un exemple d'agissement sexiste. Et c'est là où on revient à ma petite question d'introduction sur la drague lourde. Est-ce que finalement, la drague lourde ne serait pas très rapidement un agissement sexiste? Et la petite astuce qu'il faut toujours se demander à ce moment-là, c'est la question du consentement. Est-ce qu'il y a un consentement en face? Inviter quelqu'un à déjeuner une fois, drague. Inviter quelqu'un à déjeuner deux fois, trois fois, alors que la personne n'a pas répondu, on verra, mais c'est une infraction et qui peut même être caractérisée de manière assez lourde si c'est des dizaines, par exemple, de textos. Mais restons, pour pas nous égarer, sur l'agissement sexiste. Est-ce que vous avez des exemples d'agissement sexiste au travail, de comportements qui peut-être sont trop tolérés, mais qui sont en fait interdits, puisqu'ils correspondent à la définition que je viens de vous donner, et qui est affichée ici, hein, c'est quasiment la même que l'outrage sexiste. N'hésitez pas à lever la Je main si vous avez envie de témoigner. suis Maintenant sûr qu'on que vous sait avez comment. des exemples. Maintenant qu'on sait comment vous donner la main. Oui, j'ai une main levée. C'est Anne. Je te permets de parler, Anne. Bonjour, Anne. Je ne sais pas si tu nous entends. J'enlève ton micro peut-être. Demander de réactiver le son. Hop. Tu m'entends? Oui, Oui, Ouais. Petite anecdote au bloc opératoire. Je suis en train d'opérer avec un homme que je suis en train d'aider. Et ce gars me dit, ah bah quand je fais telle technique, les internes elles mouillent leurs culottes. Ok. Et donc il me montre son truc et il me dit, ça va Anne, est-ce qu'il faut que tu ailles te changer? Waouh! Donc là, on est dans quoi? Merci Anne déjà pour ce témoignage. On est clairement dans de l'agissement sexiste, hein.
un propos ou un comportement, ça veut dire que ça peut être verbal, ça peut être mimé, qui a une connotation sexiste ou sexuelle. Attention, le sexiste ou sexuel est extrêmement important parce qu'on va voir, c'est comme le harcèlement. C'est pas forcément sexuel. Là, on est dans quelque chose de sexiste et sexuel dans ce que vous décrivez, Anne. Mais un agissement sexiste, ça peut être, par exemple, fais pas ta blonde, ok? Ou arrête de faire ton hystérique. On n'est pas dans quelque chose de sexuel, on est quelque chose de sexiste. Et pour la loi, c'est exactement la même chose. Et ça va être la même caractérisation. Là, dans ce que vous dites, on est vraiment dans l'agissement sexiste. Et merci pour cet exemple qui me permet de faire le lien avec le harcèlement sexuel. Parce que si cette personne avait agi d'une répétition, c'est-à-dire que si plusieurs fois au bloc, elle vous avait fait la même blague, je mets des gros guillemets sur blague, ou plusieurs phrases de ce type, on est sur une multiplicité Oui. d'agissements, et c'est ça le harcèlement sexuel, c'est la répétition de ces agissements. D'accord? Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que le harcèlement sexuel, ça peut être constitué une seule fois. C'est des exceptions, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de répétition. Et l'exception la plus connue, alors il y a le fait d'agir en meute, en groupe, c'est ce que vous voyez sur la slide, mais l'exception la plus connue, c'est le chantage sexuel. Là, c'est directement du harcèlement et c'est quand même 2 ans de prison, sans compter, alors c'est la théorie évidemment, on va pas forcément 2 ans en prison, mais c'est des conséquences qui peuvent être un licenciement sec, etc. Donc c'est pas mince. Et un acte unique, c'est du chantage. Ça va être, par exemple, désolé, je reprends toujours l'exemple du chef de service, mais c'est parce que pour moi, c'est, je pense, le plus haut niveau de la hiérarchie dans un hôpital, en tout cas dans un service par définition. Un chef de service qui va dire à un externe ou une externe, passe dans mon bureau à la fin et si tu exauces mes souhaits, t'inquiète pas que ce poste de chef de clinique dans X mois, tu l'auras. Là, on est sur une pression grave, un chantage, et là, l'acte de harcèlement sexuel est directement qualifié. D'accord? Un chirurgien qui, après une session comme celle d'aujourd'hui, qui demande s'il doit arrêter de toucher les fesses des IBOD, Des IBOD, des infirmières de bloc, Maxime. pardon, les C'est infirmières de quel- bloc qui ne se plaignent Jamais. jamais. C'est quelqu'un qui me l'a relaté, un directeur d'hôpital, qui dit bah, on a fait une session et finalement le chir qui est venu le voir après en disant donc je dois arrêter de toucher les fesses des infirmières, même si elles se plaignent pas, visiblement c'est pas normal. Et en fait, il était de très bonne foi, en fait, je pense qu'il n'avait jamais eu conscience que c'était pas normal. Alors, tu me donnes une transition, mais parfaite, avec le troisième étage de la pyramide, puisque on confond souvent harcèlement et agression sexuelle, d'accord? L'agression sexuelle, c'est un contact physique, et ce contact physique, donc ce n'est plus un propos ni un comportement, est constitué en une seule fois. Et vous voyez que la peine est beaucoup plus lourde. Et l'agression sexuelle, donc ce contact physique, c'est sur une des zones intimes que la jurisprudence a listées, donc le sexe, la poitrine, les cuisses, la bouche et les fesses. Donc, cette personne qui a déjà touché sans le consentement, et c'est rare à mon avis au bloc, sur une infirmière à consentement, ou alors vraiment, effectivement, si ce serait le cas, ce ne serait pas approprié de le faire au travail. Une infirmière en lui touchant les fesses une seule fois, c'est déjà une agression sexuelle. Et le fait, alors même si, alors si, pardon, il ne l'a pas fait, mais qu'il en parle et qu'il, comment dire, et qu'il se, pas qu'il se plaint, mais qu'il joue du fait que personne s'est plaint, etc. En tout cas, qu'il en parle comme ça à la volée, ça peut être du harcèlement sexuel. Et je reviens sur, d'ailleurs, la slide précédente, puisque, et ça, on en parle beaucoup dans nos formations, la jurisprudence est assez récente là-dessus. Le harcèlement sexuel peut également être du harcèlement sexuel d'ambiance, ce qui est très courant à l'hôpital. Le Oui. harcèlement sexuel d'ambiance, écoutez bien parce que c'est beaucoup plus fréquent qu'on imagine, vous pouvez être victime de harcèlement sexuel d'ambiance, même si vous n'êtes pas la personne concernée. Donc, exemple type, vous êtes dans une salle de garde, les médecins ou les non-médecins d'ailleurs font des blagues salaces en groupe, ou pas en groupe, en général, oui, s'ils font des blagues, ils sont au moins deux, et vous passez à côté. Ou alors ils sont en train de parler du décolleté, par exemple, d'une stagiaire. Ils sont pas en train de parler de vous. Le fait d'entendre ces personnes tous les jours ou toutes les semaines dans la salle de garde ou à la machine à café tenir ces propos, vous êtes victime de harcèlement sexuel d'ambiance, que vous soyez une femme ou un homme. Et donc, vous pouvez après aller le rapporter à votre hiérarchie. C'est très important puisqu'avant, ce harcèlement sexuel ne pouvait être caractérisé que si vous étiez directement victime, on va dire concerné directement. Mais là, le simple fait de passer à côté et d'écouter, c'est du harcèlement sexuel, d'accord? Mais ce qu'il faut retenir sur l'agression sexuelle pour venir, c'est vraiment un contact physique avec violence, contrainte, menace ou surprise, qui sont d'ailleurs les mêmes terminologies qu'on connaît sur le viol, enfin, qu'on apprend sur le viol dans sa définition juridique, et 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende à partir d'un seul contact. D'accord?
N'hésitez pas encore si vous avez des questions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ces comportements sexistes sont évidemment interdits au travail, que même un acte isolé peut être sanctionné. Le harcèlement sexuel peut viser une personne ou de cibler directement personne. Dans ce cas-là, c'est du harcèlement sexuel environnemental ou harcèlement sexuel d'ambiance, c'est la même chose. Une connotation sexuelle suffit à caractériser le harcèlement sexuel, d'accord? Donc, le fait, par exemple, de parler d'un attribut physique de telle ou telle personne, ça suffit à caractériser du harcèlement sexuel, si à répétition, évidemment. Sur cette répétition, justement, retenez qu'un acte unique peut caractériser le harcèlement sexuel s'il y a une pression grave ou si, deuxième exception, les gens agissent en meute. Donc, en meute, ça veut dire que plusieurs personnes vont faire des commentaires ou des propos sur la même victime, qui se soit concertée ou pas, d'ailleurs, c'est neutre. Là, le harcèlement sexuel est aussi directement caractérisé. Et que l'agression sexuelle est caractérisée avec un seul contact suffit. D'accord? Évidemment, on ne laisse jamais les victimes seules face à tout ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'à l'hôpital maintenant, vous avez, si c'est pas le cas, il faut le manifester, des procédures de signalement en cas de problème. Mais, et c'est peut-être la deuxième partie que je souhaitais aborder dans cette conférence, l'importance de la formation et de la prévention depuis quelques années, a déjà fait ses preuves dans le sens où, en France comme dans d'autres pays, quand les faits ont déjà eu lieu, c'est extrêmement compliqué de les corriger, pour plein de raisons. Ça peut être pour des raisons juridiques de preuve, parce que pas vu, pas pris. Vous imaginez bien que les agresseurs, ils font pas ça en général devant tout le monde, ou ne s'en vantent pas, comme le témoignage que vient de rapporter Marie-France. En général, ils font ça plutôt en secret. Donc c'est extrêmement compliqué de rapporter des preuves. Par ailleurs, même quand les choses sont prouvées et même quand la victime peut porter plainte, souvent elle ne le fait pas parce que vous savez que 80% des victimes ne portent pas plainte parce que leurs plaintes n'aboutissent pas, ou alors elles ne le font pas parce qu'elles ne veulent pas attirer la lumière sur elles, elles ne veulent pas, quand c'est des événements même moins graves, entre guillemets, je me dis guillemets sur le moins grave, attirer l'attention sur elles, par exemple, je vais dénoncer un agissement sexiste parce que sinon je vais être vue comme la féministe de service, l'empêcheuse de tourner en rond, donc je me tais où je veux pas bouleverser l'équilibre et la dynamique du service en faisant parler de moi, comme si c'était elle le problème, alors qu'évidemment la faute est sur l'auteur. Donc vous voyez que pour toutes ces raisons, et c'est ce qu'on appelle la double victimisation des victimes, première victime une première fois par l'auteur, victime une deuxième fois par le système. Le système, ça peut être l'hôpital, la société française, la justice, qui freinent de moins en moins, parce qu'on voit bien qu'il y a des efforts qui sont faits, mais qui freinent justement tout ça. Et c'est pour ça aussi qu'il faut se rappeler, et je vous l'ai dit tout à l'heure, que les établissements de santé, comme le reste des employeurs, sont soumis à des obligations de prévention, de formation, pour prévenir et pour protéger la santé physique et mentale. Et retenez d'ailleurs, et j'aime bien souvent le rappeler, que le code du travail vous oblige, vous aussi en tant que collègue, de prendre soin de vos collègues. C'est pas seulement votre hiérarchie. Il y a une disposition dans le code du travail qui dit que vous devez prendre soin de vos collègues, quel que soit votre rôle hiérarchique, de la santé physique et mentale de vos collègues. C'est extrêmement important. C'est aussi pour ça qu'on nomme des référents harcèlement, donc des référents VSS, violences sexistes et sexuelles, des référents égalité dans les hôpitaux, que il et elle doivent se faire connaître. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous manifester si vous vous sentez d'endosser ce rôle, parce qu'on a toujours besoin de personnes qui sont volontaires là-dessus. Et il y a également maintenant des obligations spécifiques sur les autorités de santé. Par exemple, la HAS qui, depuis le 17 janvier, a intégré la formation dans les 9 mesures non, pardon, aujourd'hui facultatives, mais je crois bientôt obligatoires. Et Hyper c'est nouveau. impératif. Pardon? Oui, oui, c'était enfin une des, mesures qu'on avait essayé de porter avec Donner des ailes, que ce soit un critère impératif de certification des établissements. Et c'est vrai que ça a été fait en 2 étapes. D'abord, tu as raison, le pas impératif parce que c'était un petit peu violent, de l'imposer comme ça. Mais en tout cas, pour avoir discuté avec la HAS, il y a encore, quelques mois, c'est dans leur volonté de l'imposer en se disant que pour faire changer les choses, il y avait que les critères impératifs qui pouvaient le permettre. Donc, comme quoi, en fait, l'action d'association est absolument décisive. Souvent, on se dit que ça va servir à rien, mais en fait, on voit qu'au bout du compte, ça peut même faire changer la loi. Donc, On va te c'est recruter comme, extrêmement. communication, pour donner des ailes, Maxime, je crois. Bah, mais pourquoi pas? Moi, j'aime tellement l'assaut, il n'y a aucun problème. Mais c'est marrant parce que j'en parlais avec. J'étais à une conférence la semaine dernière de quelqu'un qui disait, vous savez, pour la fast fashion, la Chine, etc., les produits qui coûtent 2 € la jupe ou le manteau, etc.
elle arrêtait pas de dire aux ministres et tout. D'ailleurs, il y avait un ancien Premier ministre, Gabriel Attal, en l'occurrence, à cette table ronde. Pendant des années, on lui a dit, mais t'es malade, jamais avec ta petite asso, t'arriveras à réguler ça. C'est impossible. Aujourd'hui, il y a une loi pour réguler la fast fashion grâce à cette mini-association. Donc en fait, on ne se rend pas compte le pouvoir d'un Mm. collectif. Agir seul, c'est compliqué. Mais quand une association, et en plus avec autant de talents et de personnes en responsabilité comme donner des ailes, arrive à faire bouger les lignes, ça marche vraiment. Et c'est pas le cas que de donner des ailes. Je vais vous donner un exemple dans l'environnement, mais des exemples comme ça, il y en a plein, 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 plein. Ça me fait venir à la question que je voulais poser tout à l'heure. Hop. Voilà. Avez-vous déjà reçu une formation sur ces sujets, VSS, euh, violence sexuelle ou sexisme ordinaire, au cours de votre vie professionnelle? Forcément, ça m'intéresse. Ça nous intéresse. Sur la prescription, c'est très variable. Ça va de 5 ans à euh, plusieurs dizaines d'années pour les faits les plus graves. Donc, ça va dépendre entre le harcèlement, l'agression, le viol. Et d'ailleurs, la loi a changé pour permettre aux victimes qui, souvent, à cause des conséquences traumatiques d'un viol, mettent longtemps avant de se manifester, on a allongé ce délai de prescription. Y a-t-il beaucoup de plaintes pour agression, harcèlement aujourd'hui versus la crainte de perdre son emploi? C'est exactement ce que je disais. Mm. Il y a énormément de victimes qui ne portent pas plainte parce qu'elles ont peur des conséquences. Mais on le voit d'ailleurs aujourd'hui, il y a encore tellement de choses qui ne vont pas. Par exemple, des personnes qui se font éloigner de leur service à l'hôpital parce qu'elles ont été victimes de quelqu'un, alors que c'est évidemment l'inverse qui devrait se produire. Donc tout ça pousse au renoncement et c'est ça qui est vraiment extrêmement compliqué. Dans Est-il notre obligatoire d'avoir un... Juste dans notre baromètre, on montre qu'en fait, il y a une libération de la parole de façon transversale, mais très peu de façon verticale. Et ça rejoint ce que tu disais, Maxime, la peur d'être changé de service et d'avoir des conséquences. Donc, il y a encore quand même une grosse réticence à alerter sa hiérarchie parce que, et si on prend le stéréotype du médecin agresseur et de la paramédicale agressée, finalement, c'est elle qu'on va bouger. Et Tiziri, elle avait une question sur les hôpitaux privés. Finalement, les décrets ils sont valables pour tout le monde, mais Anne Toury va t'expliquer encore ça mieux que nous parce que souvent elle est toute fâchée parce qu'elle se dit qu'on arrive à avancer dans l'hôpital public et que dans les cliniques c'est encore très très compliqué en fait. Et sur la dernière question que je vois, ce serait bien de savoir dans quelle proportion les hommes et les femmes ont assisté à une formation. Alors, c'est tellement, tellement important, Caroline, et c'est pour ça que nous, chez Remix, on a un tableau de bord qui permet au RH, en un clin d'œil, de voir combien de femmes ont participé versus combien d'hommes. Et évidemment, plus on rend les formations obligatoires, en plus, nous, ça dure 20 minutes par module, donc c'est vraiment pas long, pardon, on a d'hommes qui participent. Donc, il est hors de question, évidemment, quand on déploie ce type de formation, que ce soit uniquement les femmes ou les personnes convaincues qui fassent les formations. Et c'est pour ça que moi, je fais le pari du digital. Évidemment que le présentiel, c'est super, et je continue à dire que, par exemple, pour les chefs de poste, c'est très bien de faire du présentiel en plus. Mais le digital a cette force de pouvoir toucher plus de monde parce que tout le monde n'a pas le même temps pour y consacrer. Et surtout avec le présentiel, ce qu'on constatait, c'est que les hommes, comme par hasard, se faisaient porter pâle, pas tous évidemment, mais il y avait une énorme proportion de femmes. C'est comme quand on organise un webinaire ou une conférence. Donc, il faut savoir manier les outils, les moderniser et inclure les hommes. Je pense que c'est un sujet, là, en 1 heure, on n'a pas le temps de balayer ce sujet, mais parfois je fais des conférences que là-dessus, pour essayer d'expliquer comment on peut rallier les hommes à cette cause et faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus proactifs. Comment on s'adresse à eux aussi, c'est des techniques différentes. Et je pense que le combat pour l'égalité est un combat de fond, évidemment, mais tout à l'heure, on parlait de communication, et je pense que on n'accorde pas assez d'importance à la forme. C'est vraiment une conviction, moi, qui suis vraiment à cheval sur les deux, parce que, je vous l'ai dit, j'ai une formation de juriste, mais j'ai aussi fait de la production audiovisuelle et j'ai fait de la communication. Donc, la forme, pour moi, est nécessaire et décisive. Comment, sans dénigrer le fond, on arrive à moderniser nos outils de forme pour rallier à cette cause plus de gens? On voit que c'est très partagé. Vous êtes 50% et je vous assure que c'est surreprésentatif de la réalité, mais je pense que les personnes qui sont venues à ce Ouais, webinaire il y peut-être a un sont pied de plus recrutement, sensibles. je Donc, pense. donc il y a un biais, mais déjà c'est un peu flippant parce que sachez que normalement tout le monde, c'est le code du travail qui le dit, devrait être formé au harcèlement sexuel et au sexisme. C'est pas le cas de tout dans les RPS, hein, dans les risques psychosociaux. Par exemple, sur l'homophobie ou le racisme, on peut le déplorer, mais c'est pas obligatoire. En revanche, sur le sexisme et le harcèlement, faites-le savoir à vos différents hôpitaux.
c'est une obligation. Et c'est pas parce que la HAS n'est pas pardon, ne l'a pas encore rendu obligatoire dans son contrôle que ce n'est pas obligatoire dans la loi. Donc, on doit, encore une fois, le Code du travail le dit, avoir reçu une formation sur le sexisme ou sur le harcèlement. Enfin, et sur le harcèlement plutôt. Est-ce que vous avez des questions? C'est passé tellement vite, il est 13h15, mais je suis tout oui pour écouter vos questions. Alors effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions, levez la main et on vous donnera la parole. Moi, j'avais une petite question, Maxime. On a parlé du fait qu'effectivement, les hommes se sentent souvent moins concernés. Je voulais savoir aussi s'il y avait une différence générationnelle. Est-ce que les jeunes générations sont plus concernées par ces questions-là ou est-ce que ces questions de stéréotypes, de sexisme sont également présentes parmi les jeunes? Alors, on peut penser légitimement que les jeunes sont plus conscients de ces sujets et sont beaucoup plus modernes. Et comme je disais tout à l'heure, parfois il y a un gap générationnel. Honnêtement, j'avais cette croyance, ce biais inconscient, avant de travailler avec le HCE sur notre rapport annuel. Alors, c'est oui et non. C'est-à-dire que si on prend la masse des jeunes, on va dire typiquement les 18-25 ans, enfin des jeunes adultes versus les plus de 50 ans, on va avoir une adhésion globale l'égalité femmes-hommes, que ce soit l'égalité professionnelle, ou doit-on avoir plus d'outils pour lutter contre les violences, doit-on rendre les formations obligatoires, etc., qui vont être plus présents chez les jeunes. Mais, et c'est là où ça devient très intéressant, et je vous renvoie à l'étude du Haut Conseil à l'égalité, on a ce qu'on appelle un backlash, un retour en arrière depuis quelques années chez les jeunes hommes, pas chez les jeunes femmes, chez les jeunes hommes. C'est lié à plein de choses. On l'a vu d'ailleurs pendant l'élection de Trump aux États-Unis. Les jeunes hommes ont voté massivement pour Donald Trump. Et donc, on a un courant masculiniste hein, qui ne doit pas être comparé au féminisme, hein, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas l'opposé du féminisme, le masculinisme. Le masculinisme, c'est un mouvement qui va être nostalgique d'une époque où, en gros, virilité égale force, égale domination, égale ne pas montrer ses sentiments, égale garder le pouvoir et surtout ne pas vouloir la parité. C'est beaucoup plus courant qu'on ne l'imagine, et notamment chez ces jeunes hommes qui sont abreuvés de contenu et de stéréotypes sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, et aussi à l'école. Sauf qu'en fait, les réseaux sociaux ont été un accélérateur. Donc, il y a finalement 15 ans, les jeunes hommes étaient plus progressistes que les jeunes hommes d'aujourd'hui. Mm. Donc, c'est terrifiant, ça doit nous alerter et ça montre qu'on doit continuer à travailler et ne pas être dans ce stéréotype de jeune égal moderne, vieux égal arriéré sur ces sujets. C'est beaucoup plus compliqué que ça pour répondre à ta question. Et oui, bravo à vous qui avez répondu faux à cette question. Je vais continuer le quiz, mais je prends également vos questions, comme ça vous pouvez jouer en même temps. On a une question dans le chat de Tiziri qui nous demande si tu peux nous donner des exemples de communication à faire pour rallier les hommes à la cause. Elle dit, j'imagine qu'il faut des heures pour ça. Alors oui, là, en quelques minutes, ça va être très compliqué, mais comme je le disais sur la préparation de ce webinaire, typiquement, il faut s'adresser nommément aux hommes. Il faut les engager nommément. Je donnais ce petit astuce pour l'invitation à cette conférence de dire, mesdames ou messieurs, invitez quelqu'un du genre opposé en lui disant, salut Jean-Claude, salut Eric, il y a un webinaire Donner des ailes à 12h30 le 4 septembre. J'ai très envie que tu sois là. N'y vois pas du tout un appel du pied du style, t'es concerné, mais j'ai au contraire besoin de te sentir allié sur ces sujets. Donc vraiment cibler en priorité les hésitants, puisque comme je le dis souvent, la société française, je schématise, mais c'est important, hein, elle est divisée en trois blocs. On va avoir en gros 15% de gens, j'imagine que c'est beaucoup de gens aujourd'hui, qui sont déjà très convaincus par ces sujets, qui sont même presque militants, qui ont envie qu'on en fasse plus, qui sont vraiment habités par l'envie d'en découdre, mais au sens bon du terme. On a bien 15-20% des gens, et en ce moment peut-être un peu plus d'ailleurs, avec ce retour en arrière, qui sont vraiment pas du tout acquis à notre cause et qui, eux, vont avoir la conviction que c'est naturel, que voilà, on a un ADN pour changer les couches, un ADN pour faire le ménage, et qu'on est né comme ça, et même face à des scientifiques, puisqu'on est à l'hôpital, ils vont penser vraiment qu'il y a une arête chromosomique, je sais pas ce qu'on en dit, mais qui pousse à faire le ménage ou à ramasser le café après un staff. Ces gens-là, c'est désespéré, on n'y arrivera pas. Mais au milieu, qu'est-ce qu'on fait de ces 50-60% de gens qui sont là? Ouais, c'est vrai, c'est important l'égalité, mais je sais pas si je peux me dire féministe, j'aime pas trop le mot, partagé, puis j'ai pas envie qu'on réduise les hommes à ça. Et puis en tant que femme, j'ai surtout pas envie qu'on me réduise à ma qualité de femme, j'ai envie qu'on me regarde d'abord pour mes compétences. Donc non, je suis vraiment pas féministe. En même temps, j'ai pas envie que ma fille se fasse siffler dans la rue quand elle rentre de soirée, c'est vrai.
et mon fils, j'ai pas envie que ça devienne un lourd avec les femmes, voire un harceleur. Mais dans le même temps, je viens d'avoir un bébé, je préfère l'habiller en rose parce que c'est une petite fille et comme ça, dans la cour de récré, elle va pas être isolée. Donc, vous voyez toutes ces contradictions, et ça, ce que je suis en train de dire, c'est ce qui traverse la majorité de la société. Et donc, ces gens-là, femmes et hommes, hein, là, on parlait des hommes, la question était sur les hommes, et les femmes aussi, il faut essayer de s'adresser à eux différemment avec d'autres outils. Et je dirais que s'il y a une chose à retenir, c'est de montrer que ce combat-là est un combat positif, qui n'est pas un combat qui enferme, qui n'est pas un combat qui cible, qui dénonce. C'est un combat qui est là avant tout pour amener vers une société plus apaisée. Et que les hommes ne vont rien perdre, au contraire, tout le monde va gagner à réaliser l'égalité. Et n'hésitez pas, autre petit moyen, une petite astuce à retenir, ces hommes-là, si vous voyez vraiment qu'ils ne sont pas concernés par la société dans son ensemble, n'hésitez pas à leur parler de leur entourage Mm. proche. Ils ont des petites filles, des nièces, des femmes. Alors c'est triste parce qu'ils devraient se sentir concernés pour toutes les femmes du monde entier, mais si c'est vraiment compliqué pour eux, n'hésitez pas à leur parler de leur entourage proche. Et par exemple, si vous surprenez un comportement sexiste, lui dire, parfois c'est dur de le faire en direct, mais on peut le faire en décalé, lui dire, écoute, je t'ai entendu dire ça, je pense pas, par exemple, que si on avait parlé de ta fille, tu aurais accepté. Donc, vous voyez, bon, j'ai encore plein d'autres conseils, mais je vais peut-être prendre des autres questions, mais il y a tout un tas d'astuces pour essayer de ramener les hommes à cette cause. Mais il On y a avait une une question question sur la d'Amandine. hiérarchie. Ouais, Ouais. Et ça tombe bien, ça rebondit ça sur fait un la bon question lien. que je viens de poser, hein, ouais. Que faire si la hiérarchie reste sourde? On a parlé de la responsabilité, Alors, justement, de... en plus, ça fait bien avec la question, donc je réponds d'abord à la question. En dehors de notre heure de travail, oui, ça peut étonner, parce que vous êtes très partagé dans le chat, mais oui, l'employeur est responsable, sauf si c'est vraiment complètement décorrélé. Mais par exemple, un pot organisé par une chefferie de service où il y a un incident qui se produit, la hiérarchie va être responsable. Le seul cas, c'est si c'est vraiment organisé complètement, enfin, si c'est complètement En décorrélé dehors. du boulot, par exemple un anniversaire. Là, l'employeur sera responsable si les faits d'agression ou de harcèlement lui sont revenus aux oreilles et qu'il n'a rien fait. Là, oui, il sera responsable. Sinon, il sera évidemment pas responsable. Et l'autre question, c'était quoi, pardon, sur l'employeur? C'était, qu'est-ce qu'on peut faire si la direction et la hiérarchie restent sourdes? Ah, alors prévenir évidemment les référents égalité, les référents harcèlement, c'est extrêmement important. Ne pas rester seul avec ça, très important aussi. S'il n'y a pas de procédure de signalement, allez voir les RH. Et si les RH sont sourds, bah, allez voir Donner des ailes. Qui, elles, je pense, vous trouveront les moyens d'alerter les bonnes personnes. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Alors, c'est toujours très difficile de sauter le pas, hein, mais c'est plus facile de trouver des interlocuteurs, des interlocutrices en allant voir les RH ou même en faisant un signalement anonyme, puisque vous êtes protégé en tant que lanceur d'alerte. Si par exemple, vous voulez faire un signalement en tant que témoin, ça c'est très important aussi de le rappeler. On pourra jamais briser cet anonymat si vous voulez faire un signalement. Et oui, envoyer plusieurs SMS, c'est bien du harcèlement. Ça aussi, c'est vu comme de la drague lourde, hein. Beaucoup de gens me disent, mais non, c'est bon, je vais envoyer 10 textos parce que il ou elle me plaisait. Mais en fait, c'est du harcèlement. Parce qu'en matière de VSS, le silence ne vaut jamais, jamais consentement. Jamais. Le silence vaut refus. C'est très important d'avoir en tête. Tu parlais justement du rôle des témoins, Maxime. Souvent, on se dit, je vais pas intervenir parce que ça me concerne pas, ça m'est pas directement. Justement, c'est quoi l'importance quand on est témoin et qu'on est clairement témoin d'un agissement sexiste, de pouvoir, voilà, à ce moment-là, pouvoir prendre la parole, peut-être aider la victime. Alors, le rôle des témoins est absolument décisif parce que la victime, parfois, elle va être tellement inhibée qu'elle va rien faire. Mais le témoin aussi peut être inhibé. Et il y a l'effet de groupe, c'est quelque chose qu'on apprend dans les formations remixtes, extrêmement important, qui peut être délétère. C'est-à-dire que tout le monde va penser que quelqu'un va réagir quand on assiste à une scène de sexisme, mais à force de se dire ça, personne finalement ne va prendre la parole. À l'inverse, si une personne prend la parole, là, un cercle vertueux va se mettre en place et d'autres personnes vont condamner la personne autrice des propos. Donc le plus dur, finalement, c'est de commencer. Ça, c'est intervenir sur le. Et on a une formation chez Remix d'ailleurs qui est uniquement dédiée aux témoins, réagir aux comportements offensants, qui d'ailleurs peuvent être aussi racistes, ça peut être misogyne, mais ça peut être aussi raciste, homophobe, etc. Et on apprend différentes techniques, et notamment le fait qu'on peut agir en décalé. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard pour intervenir, retourner voir la victime et lui dire, écoute, je suis pas fier de moi, sur le coup, j'ai pas osé dire quelque chose, mais en fait, c'était mon chef, donc j'ai pas osé. Sache que je ne veux pas te laisser seul avec ça. Et même si ça paraît anodin, par exemple une réflexion sur sa couleur de cheveux ou son décolleté, ça n'est jamais. Parce que, et ça retenez-le, en matière de violence sexiste et sexuelle, on ne peut jamais présager
des conséquences d'un propos sur une victime. Je m'explique. En fonction de notre passé traumatique et par exemple de ce qui a pu avoir lieu dans notre enfance ou avant de commencer à l'hôpital, un simple agissement sexiste, par exemple une remarque sur une tenue, peut faire un effet de piqûre de rappel qui va réveiller un trauma et qui va avoir un effet extrêmement grave sur une victime, là où quelqu'un qui est victime d'agression sexuelle, par exemple main aux fesses, va rigoler parce que n'aura pas eu dans son passé justement ce traumatisme-là. Ça ne veut pas dire que l'agression sexuelle n'est pas plus grave en droit, mais elle ne va pas avoir la même conséquence que le premier exemple. Et c'est pour ça qu'on ne peut jamais minimiser les violences et que les violences sexistes et sexuelles sont un continuum, si bien que quand on tolère de l'agissement sexiste, on va tolérer du harcèlement sexuel. Quand on tolère du harcèlement sexuel, on va plus facilement tolérer de l'agression sexuelle. Et quand on laisse passer des agressions sexuelles, il va pouvoir se passer des viols parce que oui, il y a aussi des viols à l'hôpital. Et donc, c'est pour ça que ce continuum, extrêmement important à avoir en tête. Et c'est pas pour rien que dans cette heure qui est passée très vite, on est allé du stéréotype jusqu'à l'agression pour montrer que tout ça, finalement, procède des mêmes automatismes et proviennent des mêmes, comment dire, des mêmes biais. Mais même si les infractions sont différemment graves, une fois qu'on tolère les moins graves, on va tolérer les plus graves ensuite. Alors peut-être aussi, par rapport à la hiérarchie, à la direction, on peut leur suggérer d'aller voir Remixed, voir les formations qui sont proposées. Qu'est-ce que tu proposes, toi, Maxime, au sein de Remixed, pour les entreprises et notamment pour les directions d'hôpitaux? Oui, alors Remix, c'est effectivement notre petite société de l'économie sociale et solidaire. J'essaie de vous retrouver des slides. C'était important pour nous déjà qu'on soit dans l'ESS. On est donc organisme de formation, évidemment certifié Calliope, et qui permet, via une plateforme, en fait, de transmettre des modules de formation. Par exemple, c'est quoi le sexisme, les mécaniques du sexisme, c'est quoi le harcèlement sexuel, mais aussi c'est quoi le harcèlement moral, puisque c'est une infraction dont on parle pas assez et qui est vraiment un fléau, ou encore le racisme, l'homophobie, etc. Donc des modules de 20 minutes qui utilisent la fiction, parce qu'on parlait de la forme. Nous, on a utilisé une fiction pour faire passer les messages, une sorte de programme court qu'on aurait pu retrouver à la télévision. Évidemment, on rigole jamais des infractions, mais parfois on fait des blagues sur nos propres biais, et c'est une manière finalement de transmettre des informations clés pour que tout le monde ait le même niveau d'information. Et de l'autre côté, les RH, elles, peuvent piloter qui a fait les parcours, est-ce qu'il y a plus de sexisme, par exemple, chez les soignants et les non-soignants. Et donc, on est en train, grâce aux premiers clients de Remix, dans nos premiers hôpitaux, il y en a beaucoup, parce qu'il y a quelques pans de la PHP, il y a l'IPC dont tu fais partie, Géraldine, mais il y a aussi d'autres unicancers. On a également des hôpitaux des psychiatriques, on a le CH de Rouen, de Reims, bref, de Brest, on en a vraiment pas mal. Et on commence à comparer les datas, et c'est extrêmement intéressant parce qu'avec toutes ces datas qui nous arrivent, on va pouvoir bientôt prévenir ces violences en expliquant, peut-être tu parlais des écoles, peut-être qu'on va mettre plus le paquet à tel et tel moment de la fac de médecine, tel enseignement pour prévenir ces violences si typiquement les soignants sont plus concernés que les non-soignants. Ce qui ne veut pas dire on va oublier les non-soignants. Donc Remix, c'est ça. C'est aussi en ce moment par exemple, les productions de cinéma qui font des formations Remix. Moi, je rêve que la santé prenne le même chemin que le cinéma, puisque le cinéma, désormais, on ne peut plus faire de films, mais du tout, sans que tout le monde ait reçu une formation sur le sexisme. Imaginez si demain on a ça à l'hôpital, ce serait quand même super, et voire même dans toutes les professions en France. Pour le cinéma, tout le monde disait que c'était impossible. Pour l'anecdote, un peu comme ma petite histoire sur l'écologie tout à l'heure sur la fast fashion. Résultat, même si il est, non, j'allais dire son nom, c'est pas cool. Bon, un comédien très très connu, il supporte plus aller aux formations parce que c'est sa troisième et qui considère que c'est tellement une star qu'il a rien à faire là, bah, il vient à chaque fois parce que sinon son film n'aurait pas d'aide du CNC. Donc vous voyez que quand on milite et quand on prend les devants et qu'on se bat pour l'égalité, on arrive à des choses extraordinaires. Par exemple, depuis janvier, on a formé 16 000 intermittents. C'est énorme. 16 000 intermittents du spectacle. Et donc, ce travail-là, on le mène à l'hôpital. Et merci d'ailleurs aux hôpitaux peut-être qui sont là et qui nous font confiance. Et là, vous avez par exemple un modèle voilà, de formation qu'on propose chez Remix. Et si vous le souhaitez, je vous enverrai une petite vidéo. Mais sinon, sur le site de Remix, vous aurez une petite vidéo de présentation de la solution et la possibilité d'entrer en contact avec nous. Maxime, il y avait Dans Anne le- qui demandait, Ouais. ouais, qui demandait si tu avais été sollicité par des cliniques privées ou pour l'instant, il n'y a que des structures à type Pas des cliniques beaucoup. et d'hôpitaux publics qui t'ont sollicité.
Alors, pas beaucoup. Là, voilà, je vous mets l'information sur les témoins, là, à l'image que je vous en parlais tout à l'heure. Alors, très peu. D'ailleurs, on est très preneur chez Remix d'aller dans les cliniques privées puisque c'est le même fonctionnement et qu'en plus, maintenant, fort de notre expérience dans une vingtaine d'hôpitaux, on sait comment s'adresser à ces personnes. On parlait de communication tout à l'heure. Évidemment, Remix est là pour vous épauler, pour lancer ces formations, les meilleurs moments pour le faire, pour que ce soit pas trop chronophage. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Voilà, on vous lâche pas dans la nature avec la plateforme. Il y a des gens qui vous accompagnent. Et j'ai l'impression, ou c'est peut-être un stéréotype, mais que je me dis que si ça, on a réussi dans le public, on peut aussi arriver dans le privé parce que parfois, il y a des mécanismes, en tout cas, pour rendre obligatoire certaines formations dans le privé qui peuvent être plus efficaces. Donc nous, on recommande évidemment de faire ces formations aussi dans la santé, mais j'ai envie de dire privé, pardon, mais partout, pas Oui, que dans dans toute la santé. structure. Oui. Merci beaucoup, Maxime. Et justement, dans le chat, quelqu'un disait que ça devrait être obligatoire, notamment pour les chefs de service, en Oui, tout cas ceux qui sont en situation de management. Ça semblerait effectivement très logique de ne valider une position de management que si cette formation est faite. bah, je Bien dirais que d'accord, et d'ailleurs maintenant, on forme d'abord les managers en ouais, avant-première. à, Pardon. à la manière des mesures post-Ségur qui disaient qu'on ne pouvait pas rentrer en poste de management sans formation, ce qui n'est encore pas tout à fait encore le cas dans tous les hôpitaux, mais qui devrait, je pense qu'il devrait avoir un module dans cette formation management obligatoire avec l'égalité, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est évident. Super, je vais laisser le mot de conclusion à Marie-France. Je voulais juste remercier à nouveau Maxime d'avoir été pendant 1 heure avec nous pour Pardon. cet atelier digital. Je voulais vous dire que le prochain atelier qu'on avait prévu sera le 4 décembre à 12h30. C'est un jeudi également, le jeudi 4 décembre à 12h30, sur la démarche égalité dans les établissements et comment on la met en place avec Sophie Barré et Philippe Bagnols. Et puis vous aurez également le jeudi 8 janvier 2026, toujours entre 12h30 et 13h30. C'est un jeudi également, le jeudi 8 janvier, avec comme thématique la place des femmes dans l'innovation en santé. Voilà, merci beaucoup. Et Marie-France, si tu veux conclure. Merci. Bah, avec plaisir. Un grand merci aussi à Maxime d'avoir animé brillamment cet atelier. Il y avait plus de 60 personnes connectées. Je pense que dans ces 60 personnes connectées, c'est les 15% de gens des établissements qui doivent insuffler une dynamique. À nous de récupérer les ventres mous et derrière les réfractaires. Mais en tout cas, c'est avec des gens impliqués qui font bouger les lignes. Bah, comme vous tous et vous toutes qui sommes connectés aujourd'hui, qu'on pourra faire avancer les choses. Donc, encore une fois, merci à Maxime et merci à tout le monde de s'être connecté. On a choisi ce créneau, je pense qu'il est pas mal, c'est sur notre heure de déjeuner et quelque part, on a pu avoir pas mal de connexions. Donc, bravo à tout le monde. Merci de votre invitation et très bonne journée. À bientôt. Le combat Ah, continue. Merci super. Donner des Au ailes. revoir, Maxime. Merci Maxime, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.